Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 h à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, direction la Russie, une visite officielle du ministre de l'Éducation nationale à Moscou et au renforcement des relations éducatives et technologiques. Et enfin, dans l'actualité internationale, direction le Proche-Orient où des raids hier sur Al-Rima, famine persistante et départ d'une flottille depuis Barcelone pour briser le blocus où nous verrons en fin de journal. C'était le titre. Merci de vous accueillir chez vous. À la une, à l'invitation de son homologue somalien Abdisalam Abdi Ali, ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale de la République fédérale de la Somalie, le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale de la République de Djibouti, M. Abdelkader Hussein Omar, a effectué du 28 au 30 août dernier sa première visite officielle en Somalie. Au cours de son séjour, le chef de la diplomatie djiboutienne a été reçu par les plus hautes autorités somaliennes, notamment le président de la République fédérale de la Somalie, Hassan Sheikh Mohamud, le vice-premier ministre, Salah Jama, le président du Parlement fédéral, Cheikh Aden Mohamed Nour, et enfin le vice-ministre de la Défense, Omar Ali Abdi. Par ailleurs, le ministre des Affaires étrangères, M. Abdelkader Hussein Omar, a eu plusieurs séances de travail dans un entretien approfondi avec son homologue somalien, Abdisalam Abdi Ali. Cette rencontre a abouti à la signature d'un mémorandum d'entente sur les consultations bilatérales destinées à renforcer le cadre de concertation et de coopération bilatérale entre les deux pays frères. Le ministre s'est également rendu au siège de la mission de soutien et de stabilisation de l'Union africaine en Somalie, où il a été accueilli par l'ambassadeur Mukhtar Ousmane Khari, représentant spécial adjoint du président de la Commission de l'Union africaine pour la Somalie et chef adjoint de la mission. Enfin, le ministre a visité le secteur 4 de l'Ossom et le contingent militaire djiboutien. Ils ont déployé à Beledweyne dans le cadre de la mission de soutien et de stabilisation de l'Union africaine en Somalie. Direction la Russie, où je vous le disais dans le titre, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, son Excellence Mustafa Mohamed Mohamoud, a effectué une visite officielle. Une mission qui s'inscrivait dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre Djibouti et la Fédération de Russie à Moscou. Reportage. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Mustafa Mohamed Mohamoud, a effectué une visite officielle à Moscou du 27 au 29 août 2025, à la tête d'une délégation composée des conseillers techniques ainsi que de la directrice du centre de formation de l'Éducation nationale, Mme Nima Hassan Ismail. Cette mission s'inscrivait dans le cadre du renforcement de relations bilatérales entre Djibouti et la Fédération de Russie, plus particulièrement dans le domaine de l'éducation, de la formation professionnelle et de l'innovation technologique. Au cours de son séjour, le ministre a pris part en tant qu'invité d'honneur à une importante réunion de travail en Russie, réunissant plusieurs hauts responsables russes, notamment le ministre russe de l'Éducation, le ministre de l'Énergie, ainsi que leur homologue africain de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur en visioconférence. Les échanges, marqués par un esprit de partenariat et de respect mutuel, ont permis d'identifier les priorités de coopération dans des domaines stratégiques tels que le développement de l'énergie et des infrastructures associées, le renforcement de la sécurité alimentaire et la modernisation de l'agriculture, l'intégration de nouvelles technologies, en particulier de l'intelligence artificielle dans l'éducation, l'ouverture des classes spécialisées en sciences, technologies et ingénierie et mathématiques, accompagnées d'un soutien en matière d'équipement. Le ministre, M. Mustafa Mohamed Mohamoud, a salué la qualité des échanges et a exprimé sa gratitude à la Fédération de Russie pour son appui. Il a rappelé que l'éducation constitue un pilier fondamental de l'éducation, développement national et un levier essentiel pour préparer les jeunes générations à relever les défis de demain. Écoutons le ministre de l'Éducation nationale. Djibouti adhère à l'esprit partenarial qui a été donc discuté, c'est-à-dire le respect mutuel, l'accompagnement de ces pays africains dans le domaine de l'éducation. Qui dit accompagnement dans le domaine de l'éducation dit bien sûr accompagnement dans le développement du pays.
Aujourd'hui, l'Afrique a besoin de techniciens, a besoin d'ingénieurs. Et donc, la Russie se porte volontaire pour accompagner ces pays africains dans ce domaine de l'ingénierie. Et l'ingénierie commence de là, plus jeune âge. Donc, on parle de STEAM, notamment les classes scientifiques, les classes de sciences. Et ça, vraiment, c'est une belle avancée. Ça va être une belle avancée, une belle aventure pour les pays africains en partenariat avec la Russie. Eh bien, après avoir participé à une réunion en vidéoconférence avec son homologue russe, M. Sergei Kravtsov, le ministre djiboutien a été convié à un déjeuner de travail qui a constitué une étape déterminante dans le renforcement de la coopération bilatérale. À l'issue de cette rencontre, plusieurs décisions majeures ont été arrêtées, témoignant de la volonté des deux pays à bâtir un partenariat solide et durable dans le domaine de l'éducation. Parmi elles, on peut citer la réhabilitation du lycée de Djibouti, véritable institution nationale qui bénéficiera d'une neuf afin de retrouver toute sa vocation éducative et symbolique. La mise en place d'une plateforme numérique unifiée destinée à moderniser la gestion des établissements scolaires et à faciliter l'accès aux outils pédagogiques et innovants. La création et l'équipement des classes d'ingénierie qui offriront aux élèves djiboutiens une formation scientifique et technologique de haut niveau alignée sur les standards internationaux. Le renforcement de l'apprentissage de la langue russe grâce à des échanges pédagogiques, la formation d'enseignement et la fourniture des matériels didactiques adaptés. L'installation d'un parc éducatif baptisé Mon Histoire, conçu comme un espace interactif favorisant la transmission de l'histoire, de la culture et de l'identité nationale, tout en intégrant des approches modernes et d'apprentissage. Ces décisions illustrent ainsi l'importance accordée par la Russie au développement du système éducatif djiboutien et confirment la place centrale de l'éducation dans les relations bilatérales entre les deux pays. Elles traduisent également la détermination du gouvernement djiboutien à doter sa jeunesse d'outils performants capables de répondre aux défis et à la mondialisation de l'économie du savoir. Eh bien, en marge de sa mission officielle à Moscou, le ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, son Excellence Moustapha Mohamed Mahmoud, accompagné de sa délégation, a visité plusieurs établissements scolaires et universitaires illustrant la richesse et la diversité du système éducatif russe. Reportage. Et au marge de sa mission officielle à Moscou, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, accompagné de sa délégation, a visité plusieurs établissements scolaires et universitaires illustrant la richesse et la diversité du système éducatif russe. La première étape a conduit la délégation au Collège des communications où le directeur a présenté le programme axé sur la fibre optique, la sécurité des systèmes et l'intelligence artificielle. Le ministre a parcouru les laboratoires spécialisés allant de la réparation des équipements électroménagères soutenus par Samsung à la maintenance des téléphones et des tablettes en passant par la production électronique et la formation des adultes. Il a salué la pertinence de ces modèles de partenariat public-privé, source d'inspiration pour le développement de la formation technique et technologique à Djibouti. La visite s'est poursuivie dans un collège de Moscou accueillant près de 5000 élèves et du préscolaire au lycée reconnu pour son approche innovante de l'enseignement vertical. Dès l'âge de 11 ans, les élèves choisissent une spécialisation et travaillent sur des projets concrets jusqu'à la 9e année, débouchant sur des certifications reconnues. Ces dispositifs généralisés dans toute la Russie et adaptés aux spécificités régionales a particulièrement retenu l'attention du ministre et qu'il a qualifié d'expérience inspirante pour l'orientation et l'excellence scolaire à Djibouti. Enfin, le ministre et sa délégation ont été reçus à l'Université pédagogique d'État de Moscou, fondée en 1873. Au lieu du savoir et de la formation des enseignants, après avoir découvert les auditoires historiques, la bibliothèque co-centenaire riche de 2 millions d'ouvrages et la galerie d'art pédagogique, le ministre a échangé avec le recteur sur les perspectives de coopération. Les discussions ont mis en lumière la volonté commune d'établir un partenariat stratégique avec le Centre de formation de l'éducation nationale afin de renforcer la formation pédagogique et de contextualiser le contenu éducatif aux réalités djiboutiennes. La journée s'est conclu par une visite au parc à musée de la Grande Guerre patriotique au lieu des mémoires retraçant la victoire de la Russie sur le nazi lors de la Seconde Guerre mondiale. Retour à Djibouti, où chaque rentrée scolaire, les cris des enfants résonnent dans les cours de récréation et la capitale retrouve son rythme d'effervescence. Mais derrière ces images de joie et de retrouvailles se cache une responsabilité commune, celle de protéger les pupilles de la nation de nos enfants. Reportage.
Chaque rentrée scolaire est un moment de liesse. Les enfants retrouvent leurs amis, les rires emplissent les cours de récréation et la ville reprend son rythme effervescent. Les rues s'animent, les cris des enfants résonnent dans les cours de récréation et la capitale retrouve son rythme effervescent. Mais derrière ces images de joie et de retrouvailles se cache une responsabilité commune, celle de protéger les pupilles de la nation, nos enfants. Dès l'aube, la police nationale veille. Sur les grandes artères, elle sécurise les traversées des écoliers, rappelant à chacun que la vigilance doit être constante. Pourtant, malgré ces efforts, des imprudences persistent. Trop souvent, on aperçoit des enfants transportés à moto, sans casque, vulnérables face au moindre choc. Un geste qui peut, en une seconde, transformer un trajet d'école en drame irréversible. À cela s'ajoute l'anarchie des heures de pointe. Vers midi, quand la chaleur et la hâte exacerbent l'impatience, les risques se multiplient. Dans ce tumulte, une mère qui traverse la rue ou un enfant sortant de classe peut devenir victime d'un accident pourtant évitable. Alors, que faire? La réponse est claire, agir. Rénover des passages piétons effacés par le temps, enseigner aux plus jeunes les bons réflexes pour traverser, mais surtout rappeler aux conducteurs leurs devoirs. Car respecter le code de la route ne suffit pas. C'est aussi une question de civisme. Ralentir près des écoles, céder le passage aux piétons et se rappeler qu'une seconde de patience peut sauver une vie. Cette rentrée ne doit pas être seulement celle des cahiers flambant neufs et des uniformes repassés. Elle doit aussi marquer un engagement collectif. Car protéger les enfants sur le chemin de l'école, c'est protéger l'avenir d'un pays. Et cela, c'est l'affaire de tous. Autre actualité dans ce 22h, c'est aussi sous le patronage du ministre des Affaires musulmanes et des biens Waqf, M. Momin Hassan Barre. Le Diwan de la Zakat a organisé ce matin dans la grande salle du Palais du Peuple une cérémonie officielle pour le lancement de la distribution de la première tranche de parrainage des orphelins pour l'année 2025. La cérémonie s'est déroulée en présence des ministres du Travail, du Commerce, de la décentralisation, ainsi que du directeur général du Diwan de la Zakat, M. Suleiman Hussein Moussa, des représentants des principaux bienfaiteurs ou parrains parmi les particuliers et les entreprises. Dans ce cadre, plus de 1160 orphelins de Djibouti-Ville, de la commune de Balbala, ont bénéficié de ce geste noble qui coïncide avec le mois de Rabi al-Awwal, mois de la naissance du prophète, paix et salut sur lui. Les opérations se poursuivront dans les jours à venir dans les régions de l'intérieur, ces calendriers étant particulièrement stratégiques puisqu'ils précèdent de quelques jours la rentrée scolaire. Créé en 2004 sur initiative généreuse du président de la République, son Excellence Ismaël Merguele, le Diwan de la Zakat est une institution nationale de référence qui œuvre à la mise en pratique du troisième pilier de l'islam, contribue à la lutte contre la pauvreté. Depuis 2007, le Diwan met également en œuvre le projet de parrainage des orphelins. Au cours de la cérémonie, une remise symbolique des allocations a été effectuée au profit de certains orphelins dans une atmosphère de solidarité et d'espoir. Dans une brève allocution, le représentant des principaux parrains, M. Elmi Hassan Chirdon, a salué le rôle pionnier des Diwan, déclarant la contribution des bienfaiteurs ou parrains, qu'ils soient particuliers ou entreprises, n'ont pas eu un tel impact sans ce cadre institutionnel qui garantit la transparence et l'acheminement de cette aide financière aux bénéficiaires. Prendre soin d'un orphelin est une œuvre noble, bénie par Allah Tout-Puissant qui accorde à son auteur une récompense ici-bas et dans l'au-delà. Notre rassemblement aujourd'hui n'est que la preuve que notre communauté va bien au-delà tant que ses cœurs battent de miséricorde et que ses mains restent tendues pour donner, a-t-il conclu. Quant au ministre des Affaires musulmanes et des biens Waqf, M. Momin Hassan Barre, a insisté sur la dimension humaine et religieuse de cette initiative, affirmant que la prise en charge des orphelins et l'attention portée à leur famille constituent un devoir moral et religieux. Le ministre a rappelé que le Diwan de la Zakat représente un outil efficace pour accomplir ses devoirs, en parfaite harmonie avec la vision de l'État visant à promouvoir la justice sociale. Il a indiqué, je cite, « C'est pour moi un plaisir de nous retrouver en ce jour béni du mois de Rabi al-Awwal, mois de la naissance du bien-aimé prophète, paix et salut sur lui, qui grandit orphelin et recommanda à sa communauté de prendre soin des orphelins dans de nombreux hadiths. Il a dit, moi et celui qui parraine un orphelin seront au paradis. Ainsi,
en joignant l'index et le majeur pour indiquer la proximité de leur rang. Cela démontre clairement la haute dignité réservée à celui qui prend en charge l'orphelin, en obtenant l'agrément d'Allah ici-bas et les degrés élevés dans l'au-delà. En cette heureuse occasion où se conjuguent les bénédictions et la commémoration de la naissance du prophète, avec l'honneur de parrainer et de prendre soin des orphelins, nous rencontrons nos fils et nos filles et leurs parents afin de lancer une nouvelle vague de parrainage pour l'année 2025. Nous considérons cette mission comme une responsabilité partagée avec tous ceux qui ont contribué à prendre part à cette noble œuvre caritative. Le ministre a soutenu ce programme avec détermination, ainsi que le ministère, et constant à travers le Diwan de la Zakat. Il n'aurait pas pu atteindre ce niveau sans la grâce d'Allah tout d'abord, puis grâce aux efforts de tous nos partenaires, institutions publiques, privées, organisations et associations, hommes d'affaires et bienfaiteurs qui ont cru en la mission de cette œuvre humanitaire et reconnu son importance dans notre religion et notre société. Nous leur adressons nos sincères remerciements et notre profonde reconnaissance pour leur participation et leur soutien continu, ainsi que pour le sourire qu'ils dessinent sur les visages de nos fils et nos filles. Je ne saurais manquer d'exprimer mes sincères remerciements et ma profonde reconnaissance à son Excellence, le Président de la République, Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh, qui est le principal bienfaiteur du lancement de cette initiative bénie depuis la création de l'Office de la Zakat, a conclu le ministre. Tout à fait autre chose cette fois-ci, où le ministère du Travail a organisé ce matin à l'Institut des études diplomatiques un atelier consacré aux échanges des données statistiques entre les différents ministères sectoriels, présidé par le secrétaire général du ministère du Travail. Cet atelier avait pour objectif de renforcer la collaboration interinstitutionnelle en matière de collecte, de traitement et de partage des données fiables et actualisées. Cette rencontre avait pour objectif de renforcer la collaboration interinstitutionnelle en matière de collecte, de traitement et de partage des informations statistiques essentielles à la planification et à l'élaboration des politiques publiques efficaces. Les représentants des principaux ministères concernés ont pris part aux discussions mettant en avant l'importance d'une meilleure coordination pour disposer des données fiables, actualisées et accessibles. Ils ont également souligné que la mise en place d'un mécanisme de partage systématique des statistiques permettra non seulement d'améliorer la gouvernance, mais aussi de faciliter le suivi et l'évaluation des programmes nationaux de développement. L'objet de cette semaine pour l'atelier, c'est pour moi transmettre mon connaissance dans ce projet, le SIMT, et dans le même temps, pour moi, vous connaissance de votre connaît pour le BIT, pour le soutien, la mise en œuvre de projet. Eh bien, le secrétaire général du ministère du Travail a réaffirmé sa volonté de promouvoir une culture de transparence et de coopération entre les institutions publiques en vue de répondre plus efficacement aux besoins du pays. Écoutons-le. Bonjour et bienvenue à cet atelier d'échange de données statistiques et de métadonnées dans le cadre de la mise en place du système d'information sur le marché du travail de Djibouti. Pour instituer une meilleure gouvernance de la migration de la main-d'œuvre, le ministère du Travail, avec l'appui de l'OIT et le BRMM, met en œuvre des initiatives destinées à renforcer les capacités des acteurs clés du CEMET. Cet atelier sur les normes SDMX s'inscrit dans une série d'activités et de programmes mis en œuvre pour l'implantation du système d'information sur le marché du travail. Je tiens à vous rappeler que lors de précédentes rencontres, nous avons eu l'honneur d'établir un diagnostic partagé sur l'état de lieu du CEMT à Djibouti et de produire une feuille de route sur les enjeux relatifs à la migration du travail. Je compte sur votre participation active pour formuler des recommandations pertinentes sur les voies et moyens d'intégrer le SDMX dans le SIMT. Je souhaite que cette formation consolide la vision que nous avons pour disposer d'un système d'information du marché du travail capable de fournir des informations actuelles et pertinentes
pour asseoir la réflexion sur la migration de la main-d'œuvre. Je vous emmène vers le sud du pays où, dans le cadre de la lutte continue contre la contrebande, la brigade de la douane d'Ali Sebié, en étroite collaboration avec la police détachée dans la région et l'armée Bias, ont intercepté une importante cargaison de khat introduite illégalement sur le territoire. Au total, 5600 kg de khat ont été saisis lors de cette opération coordonnée, marquant un succès significatif de forces de l'ordre contre les réseaux de trafic illicite qui tentent régulièrement de contourner les contrôles douaniers. La marchandise, une fois saisie conformément à la procédure en vigueur, a été détruite en présence du chef de la brigade de la douane d'Ali Sebié, M. Mohamed Moumin Hassan. Les responsables douaniers ont salué la coopération efficace entre les différentes forces engagées, soulignant l'importance d'une telle synergie pour faire face aux défis économiques posés par la contrebande. Régional à présent, où les étoiles africaines ont brillé lors de la finale du championnat d'Afrique des Nations, disputé à Nairobi, où le Maroc a décroché un 3e sacre historique. Mais l'éclat ne s'est pas limité aux trophées collectifs. Plusieurs joueurs se sont distingués en remportant les distinctions individuelles les plus prestigieuses. Le milieu de terrain marocain, Mohamed Rabi, a été élu meilleur joueur du tournoi grâce à son rôle de leader et son influence déterminante au cœur du jeu. Rappelons avec ses 6 réalisations dans un doublé mémorable en finale face au Madagascar, confirmant son statut d'arme offensive redoutable. Ainsi, le Maroc répare non seulement avec le trophée continental, mais également avec une moisson de récompenses individuelles. On reste toujours dans l'actualité régionale où, dans une démarche historique visant à renforcer l'intégration économique régionale, le Kenya et l'Ouganda ont signé hier un accord pour supprimer toutes les barrières douanières et non douanières qui entravaient le commerce entre les deux pays. La signature de l'accord a eu lieu à l'hôtel Resort de Mombasa, en présence des ministres du commerce des deux pays, dans une ambiance officielle et optimiste quant à l'avenir de la coopération régionale. Rappelons que l'accord prévoit la suppression de toutes les taxes discriminatoires sur les biens échanges ainsi que l'ouverture des principaux points frontaliers tels que Malaba, Boussia en 24 heures sur 24 afin de faciliter la circulation des marchandises et des personnes. Il comprend également l'amélioration des infrastructures routières principales entre les deux pays. Dans l'actualité internationale, direction Genève, où la Genève a été le théâtre, plutôt ce mois-ci, de l'échec de la dernière série de négociations internationales visant à établir un traité mondial pour réduire la pollution plastique après 12 jours de discussions intenses. Il s'agit là de la 6e tentative en 3 ans pour promouvoir un accord international sur le plastique, mais les pourparlers ont de nouveau achoppé sur la question de la production. Une coalition de plus de 100 pays, dont les pays européens et plusieurs petits États insulaires en développement, a plaidé pour un plafond maximal de production de plastique, tandis qu'un groupe des pays producteurs, incluant les États-Unis, l'Inde et la Russie, refusent tout accord portant sur la production, estimant que le traité devrait se concentrer uniquement sur la gestion des déchets et le recyclage. Et je vous le disais dans le titre, les forces israéliennes ont mené des raids sur plusieurs sites dans la ville de Gaza, touchant notamment un immeuble résidentiel, une boulangerie populaire et une tente faisant plusieurs victimes civiles et blessées. Selon une correspondance, 7 personnes ont été tuées et plusieurs blessés transportés à l'hôpital Al-Shifa après qu'un immeuble résidentiel dans la rue Al-Wahda a été frappé dans le quartier d'Al-Rima. Les médecins du complexe Al-Shifa ont indiqué que la majorité des blessés étaient des femmes et des enfants et que leur état était grave. Parallèlement au bombardement et aux tentatives de déplacement forcés, la crise alimentaire dans la bande de Gaza s'aggrave quotidiennement. Les sources sanitaires rapportent que 10 personnes, dont 3 enfants, sont mortes au cours des derniers 24 heures. Et enfin, le comité ministériel arabo-islamique sur Gaza s'est mobilisé contre la décision des États-Unis de refuser l'octroi des visas à la délégation de l'État de Palestine qui devrait participer aux travaux de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies prévue en septembre prochain à New York. Dans un communiqué publié hier soir, le comité a appelé Washington à revenir sur sa décision, exprimant son profond regret et soulignant l'importance du respect de l'accord sur l'échelle des Nations unies, lequel garantit l'accès des représentants des États membres afin de préserver les opportunités de dialogue et de la diplomatie. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti.